C'est quoi une bonne fiche produit sur une marketplace ? Une bonne fiche produit sur une marketplace, c'est une fiche produit avec suffisamment d'attributs remplis, des beaux visuels, et nombreux pour le coup. 2 visuels sur un produit, ça marche quand vous vendez un produit technique que tout le monde connaît. Ça marche pas quand vous vendez même un aspirateur. Vous allez avoir 4, 5, 6 visuels qui vont montrer le produit en situation pour permettre au client d'estimer la taille du produit aussi, que quelques éléments de projection pour le client. Il faut se dire que c'est ce qui doit faire rêver le client et le convaincre d'acheter. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblant, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Thomas Métivier, qui est le directeur général d'Octopia et le cofondateur, on peut dire ça ou pas ? J'étais à l'origine du projet, effectivement, qui a donné naissance à Octopia. Que tu nous présenteras dans une seconde. Aujourd'hui, on va parler de marketplace et de comment vendre mieux, comment se lancer, performer, optimiser sa présence sur les marketplaces, quels leviers utiliser. Octopia et je te laisse le présenter, peut-être on va commencer par ça et puis on rentrera directement dans le sujet dont on parlait à l'instant, qui est la tendance des vendeurs pure marketplace. Bonjour Laurent. Alors effectivement, donc Thomas Métivier, moi je suis directeur général d'Octopia. Octopia, on est une filiale de Cdiscount et on vient apporter des solutions de marketplace à des distributeurs, à des marques qui veulent développer leur marketplace ou accélérer des marketplaces qu'elles ont déjà lancées. Et en fait, on se retrouve à la confluence effectivement entre deux mondes. D'un côté, on a plus de 15 000 vendeurs partenaires qui sont dans la plateforme Octopia et qui, grâce à nous, accèdent à toute une série de marketplaces, dont Cdiscount, mais également plus d'une dizaine d'autres clients déjà lancés qu'on est du coup allé recruter et qu'on accompagne dans le monde de la marketplace. Et puis du coup, le deuxième côté, qui est tous ces distributeurs, toutes ces marques qui voient bien qu'aujourd'hui, la marketplace est un levier unique pour mieux répondre aux attentes de leurs consommateurs. Et du coup, on les accompagne en leur apportant la technologie pour devenir des marketplaces. Et puis surtout, en leur apportant un accès facilité à toute cette base de vendeurs, tout cet écosystème, cette communauté de vendeurs qu'on a construit et qu'on anime, et qui en fait est au cœur de la création de valeur des marketplaces aujourd'hui. Et le liant entre tout ça, c'est du fulfillment aussi ? Alors effectivement, les deux liants majeurs, c'est évidemment la technologie. Le premier levier, c'est que c'est une plateforme technologique qui permet de mettre en relation ces milliers de vendeurs avec des dizaines, des centaines de marketplaces. C'est de la façon la plus fluide et efficace possible. Et puis le deuxième, c'est qu'on est effectivement un acteur qui accompagne nos vendeurs sur l'ensemble de leurs problématiques e-commerce, notamment la logistique. On a aujourd'hui la première solution de fulfillment en France pour un acteur français. Et c'est important parce que c'est le nerf de la guerre quelque part. C'est bien d'avoir des bons produits, d'arriver à les vendre. Mais il y a évidemment un enjeu très fort sur la qualité de service et la logistique est un levier fort pour nos vendeurs pour performer sur les différentes marketplaces où ils sont présents. Qui impacte la satisfaction client et qui impacte du coup assez souvent en plus en retour une note qu'on va voir sur une marketplace en tant que vendeur. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut bien voir dans le monde des marketplaces, c'est que les sites qui opèrent les marketplaces, qui du coup accueillent sur leur plateforme des vendeurs, ont tout intérêt à mettre en avant les vendeurs et les produits qui satisferont au mieux les clients, à la fois pour l'acte d'achat, donc là on va chercher à maximiser le taux de transformation lorsque le client vient sur le site, et puis la satisfaction client parce que c'est un driver de réachat. Et donc en fait, ils vont avoir tendance à favoriser les bons vendeurs, les meilleurs produits, les délais de livraison les plus courts, et du coup la qualité de service au sens large. Et là, c'est là qu'effectivement des services comme le fulfillment font tout leur sens. On voit bien, nous, par exemple sur la plateforme Octopia, que quand un vendeur rejoint notre solution de fulfillment, il double quasiment ses ventes par rapport à quand il expédie depuis chez lui. Les tests tamponnés par nos services juridiques disent plus 80%, mais voilà. Et les vendeurs s'y trompent pas. Aujourd'hui, on voit qu'on a une grande partie de nos vendeurs qui en fait souhaitent
participer et profiter de ces services-là parce que ça divise par 2 leur délai de livraison et ça améliore leur vente. Le fulfillment, il est porté par Octopia ou par Cdiscount ? C'est Octopia qui le fournit et après on s'appuie sur la filiale logistique, une filiale logistique commune au groupe Cdiscount qui du coup fait à la fois les expéditions pour l'activité historique retail de distribution classique de Cdiscount et puis la logistique pour les vendeurs Octopia qui vendent notamment sur Cdiscount. Formidable. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, mais ce que vous allez apprendre, c'est les conseils de Thomas pour se lancer et performer en tant que vendeur sur une marketplace, enfin sur plein de marketplaces, du coup. Il y en a combien aujourd'hui ? On a une vingtaine de clients, plus d'une vingtaine de clients signés. Et une quinzaine de milliers de vendeurs. Hein. Exactement. Donc c'est un premier point qu'on abordera. On abordera évidemment la genèse un peu, c'est intéressant parce que Octopia, c'est un spin-off, c'est une filiale, c'est un projet qui est né au sein de Cdiscount et qui a pris son envol, qui a été excubé, puisque c'est pas incubé, mais excubé de Cdiscount. Et puis un premier point par lequel je voulais commencer, c'était celui qui nous animait avant qu'on lance l'enregistrement, les tendances. Alors on est directement dans le vif du sujet, mais tu me parlais d'une tendance forte que tu vois de vendeurs pure marketplace. Effectivement, on le voit de plus en plus. On voit de plus en plus arriver des entreprises, des marques qui se pensent avant tout comme des vendeurs marketplace. Et donc, qui vont concevoir leurs produits et construire des marques purement digitales, où elles vont réussir à émerger sur les marketplaces. Alors, la tendance a démarré à la fois en Chine sur Alibaba et aux États-Unis sur Amazon, et on la voit de plus en plus présente en Europe, et on en voit de plus en plus au sein d'Octopia. Et notamment, on est dans les jours qui suivent le Black Friday, on a vu lors de cette séquence commerciale un certain nombre de marques jouer le jeu commercialement avec des produits très performants. J'évoquais un exemple comme un aspirateur qui est une marque qui s'appelle Tineco, que vous trouverez probablement pas dans des magasins, mais que vous allez trouver en ligne sur la plupart des bonnes marketplaces. Et après, du coup, ces marques-là se conçoivent comme des acteurs marketplace. Donc en fait, ils vont construire leur marque, ils vont avoir tout un relais de leur identité sur des plateformes comme TikTok, parfois comme Instagram, mais du coup vraiment avec une logique pure digitale. Et ils vont être capables d'apporter des produits avec des super performances à des prix serrés. Et du coup, ils vont s'appuyer, on l'évoquait au départ, sur des solutions de logistique, de façon en fait à se concentrer eux sur le produit, le marketing. Et après, ils vont confier quelque part l'accès aux clients et la partie logistique aux opérateurs de marketplace. C'est intéressant. Je vous invite à écouter l'épisode que j'ai enregistré avec François Grouillet de Joja, où il me parlait de cette tendance aux États-Unis où, en gros, les marques se faisaient connaître sur TikTok et allaient vendre sur une marketplace, effectivement, et zapper complètement tout le reste, en fait. Donc, le D2C avec leur propre site, et puis le wholesale, le retail éventuellement. Mais du coup, sur ces marques, où s'exprime quel est le territoire de la marque ? Enfin, tu vois, comment est-ce qu'elles arrivent à véhiculer une histoire, des valeurs, j'en sais rien. Tu me parlais de Xiaomi aussi, qui est un beau vendeur presque pure marketplace. En fait, elles vont arriver à s'exprimer avec 2 grands leviers. Le premier, c'est que les sites e-commerce sont en fait d'exceptionnels carrefours d'audience. Quand sur une journée comme sur le Black Friday, il y a 8 millions de Français qui viennent sur Cdiscount, en fait, ça vous vaut toutes les campagnes de pub d'être dans les 30, 40 ou 50 produits mis en avant ce jour-là. Et vous allez avoir la capacité sur la fiche produit de présenter votre produit, de présenter votre marque, et du coup d'expliquer au client pourquoi en fait ce produit est le bon produit pour lui. Et vous allez pouvoir, et on voit bien, les sites e-commerce se lancent de plus en plus dans le live shopping, et vous allez retrouver les enregistrements de live shopping sur la fiche produit. Et c'est tout cet écosystème-là qui en fait est beaucoup plus efficace et beaucoup plus direct pour ces marques-là que par exemple de la distribution traditionnelle. Vous allez mettre votre produit dans un magasin, la probabilité que le vendeur maîtrise à fond votre histoire de marque, vos valeurs, les caractéristiques techniques de votre produit et qu'il soit capable de faire la démo comme dans un live shopping est extrêmement faible. Là, au contraire, vous avez la visibilité grâce à la plateforme et après, vous avez la capacité à vous exprimer. Et puis derrière, on va avoir des logiques combinées. On en parlait également, on a fait ça avec une marque qui s'appelle WeWatch qui fait des mini vidéoprojecteurs il y a quelques semaines. En même temps que le produit était présenté à un prix jamais vu sur Cdiscount, et il y avait un live shopping sur TikTok coordonné entre effectivement le vendeur qui avait du coup fait une baisse de prix. Cdiscount s'était engagé sur une visibilité renforcée et puis le vendeur en même temps engageait sa communauté sur TikTok. Et on voit bien que là, on a toute une logique de marque très différente des logiques traditionnelles, de médias traditionnels et de distribution traditionnelle, et qui vient complètement réinventer l'accès aux consommateurs
et la capacité à mettre en avant et à promouvoir ses produits. Et du coup, le push était de TikTok vers la plateforme. Alors, le push se fait à la fois de TikTok vers la plateforme et puis sur le trafic naturel de la plateforme. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez plusieurs millions de visiteurs tous les jours sur Cdiscount. Donc, en fait, quand vous êtes le produit star de la journée, ça vous fait une visibilité très importante, surtout quand vous avez ce type de produits-là qui sont des produits sympas, à des prix qui sont objectivement très intéressants. Et du coup, vous avez une capacité à vous déployer très rapidement. C'est vraiment des marques qu'on voit accélérer très fort parce qu'en fait, elles se simplifient la vie par rapport à la montée en taux de distribution. Enfin, on a tous connu ça, mais la montée en taux de distribution dans du retail physique, c'est quelque chose qui prend du temps. Là, en fait, on reçoit un conteneur à l'entrée de l'entrepôt. Le soir, le stock est intégré. Le lendemain, le produit peut être vu par 3, 4, 8 millions de visiteurs dans la journée. Et en parallèle, vous avez votre campagne marketing qui se déploie sur TikTok. Mais du coup, pour cette tendance de marques qui deviennent du coup pure marketplace, un mindset marketplace, tu vois une durée de vie courte, longue? Est-ce que tu constates déjà des choses? Enfin, j'imagine que des Dyson vont pas disparaître du jour au lendemain. Tu vois, ils ont une autorité installée, ils ont des boutiques, ils ont tout ça. Mais pour le coup, je pense que c'est pas. Évidemment, on peut dire que ça vient concurrencer des marques installées, mais pour moi, c'est vraiment une tendance de fond. Et ça rejoint ce qui, pour moi, est au cœur de la performance des marketplaces. Parce qu'en fait, quand on prend un peu de hauteur, ce que l'on voit depuis une dizaine d'années, c'est un e-commerce qui cartonne et qui se déploie, qui se développe très rapidement. Mais derrière cette croissance du e-commerce, il y a une croissance très forte sur la partie marketplace, plus de 20% par an en moyenne sur les dernières années, là où une activité traditionnelle de distribution fait plutôt une croissance autour de 10%. Donc il y a plus de 10 points d'écart entre la croissance de la distribution e-commerce traditionnelle classique et la croissance de la partie marketplace. Et ce n'est pas juste parce que c'est nouveau. C'est parce qu'en fait, et c'est ce qui nous a poussé à lancer Octopia, et c'est ce qui nous pousse aussi côté Cdiscount à avoir une bascule où aujourd'hui il y a plus de 50% de l'activité qui est faite en marketplace, c'est qu'en fait ce modèle permet à des vendeurs d'avoir une meilleure prise en main de leur destin quelque part. Aujourd'hui, dans un monde de distribution traditionnelle, vous êtes une marque, potentiellement, alors évidemment les très grandes marques ont un pouvoir d'influence majeur sur les distributeurs, mais vous êtes une marque, on va dire, moyenne, classique, vous êtes un fournisseur de distributeurs, vous allez avoir une capacité d'influence assez faible sur le choix du distributeur. La façon dont il va vous mettre en avant, la façon dont il va vous promouvoir. Au contraire, dans le modèle marketplace, vous avez les leviers. C'est vous qui décidez du contenu produit que vous présentez. C'est vous qui décidez, par exemple, de votre promesse de livraison. Vous pouvez vous appuyer sur la logistique de la marketplace ou le faire depuis vos entrepôts. Vous allez pouvoir décider de faire du retail média, de faire de la publicité, d'investir des budgets marketing. Et puis surtout, en face de tous ces efforts-là, quelque part, améliorer votre fiche produit, participer à des opérations, financer du marketing. Vous allez avoir énormément de data sur les résultats de vos actions. Vous allez savoir si vos produits sont vus, si vos produits sont cliqués, sont achetés. Vous allez pouvoir même avoir des informations sur est-ce que c'est potentiellement des clients qui auraient acheté des produits concurrents ou qui ont vu des produits concurrents. Donc en fait, vous allez avoir une série d'informations beaucoup plus riches qui vont permettre de réajuster votre stratégie au quotidien sur la façon de développer votre business. Et ça... Là, c'est ton argument pour vendre sur une marketplace si, chers auditrices, chers auditeurs, vous ne le faites pas encore. C'est exactement ça. Et en fait, et pour moi, au-delà de convaincre les gens de venir sur les marketplaces, en fait, c'est ce qui fait l'efficacité et la puissance des marketplaces. C'est qu'aujourd'hui, sur Cdiscount, comme je le dis parfois à mes collègues plutôt de la partie achat, je leur dis, en fait, vous avez 200 acheteurs face à 15 000 chefs d'entreprise. 15 000 chefs d'entreprise qui prennent leurs risques, font des paris, sentent les tendances et sont capables, du jour au lendemain, de nous envoyer une palette d'un produit qu'ils pensent qu'il va cartonner dans les entrepôts et de pouvoir les vendre le lendemain. Et tout ça, en fait, ça donne une vie sur les marketplaces, une vitalité qui explique la croissance des marketplaces et la surcroissance des marketplaces par rapport à des modèles retail traditionnels. Et ce que tu disais, alors pour reprendre un peu dans l'ordre, l'un des premiers points, c'est qu'on a le pouvoir sur une marketplace. Quand on va vendre sur une marketplace, alors ça coûte un certain prix, tu m'en parleras, mais on a le pouvoir versus le wholesale où on est face à une centrale d'achat et finalement nos libertés sont assez limitées en tant que vendeur. En tout cas, ce que l'on voit sur les marketplaces, c'est qu'aujourd'hui, il y a un élément majeur, c'est qu'il y a la main sur les prix. Donc en fait, vous décidez si vous faites des promos ou pas des promos. Il y a une transparence quand même très forte sur les taux de commission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux de commission, ils sont standards et publics. Et du coup, vous allez avoir un terrain de jeu qui est en fait beaucoup plus favorable à l'innovation, à la nouveauté, que des terrains de jeu traditionnels. Et en fait, c'est ce qui fait cette dynamique-là, qui en fait incite des marques, des fournisseurs, des distributeurs parfois à venir dans cet univers marketplace
Et du coup, on voit bien que les fondamentaux de la performance dans cet univers-là, c'est des fondamentaux de performance sur la qualité des produits, la capacité à des produits différents, et puis sur cette capacité à avoir une présence digitale, j'allais dire, efficace, en actionnant les différents leviers. Le contenu produit, l'animation commerciale, la qualité de la qualité de service, la qualité de la logistique, la stratégie marketing digitale. Tous ces éléments-là, en fait, c'est les facteurs de performance aujourd'hui d'un vendeur sur des marketplaces, et surtout ce qui lui permet d'avoir en main, quelque part, son destin de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus certaine. Et je discutais avec des vendeurs qui me disaient, en fait, on arrive à anticiper, quand on regarde, on a des outils qui nous permettent d'anticiper les ventes qu'on va faire sur votre plateforme en fonction de la catégorie où on va aller et du prix où on va se mettre. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui permettent d'estimer les ventes sur des marketplaces, et vous avez des acteurs qui se sont développés, qui ont développé ces services-là. Donc en fait, ils nous disent, en fait, on arrive à savoir, avant de venir, combien on va faire de ventes sur tel ou tel produit. Pas des vendeurs, hein, des fournisseurs de services qui arrivent à s'intercaler dans ce millefeuille. C'est ça. Et qui du coup vendent ces services-là Okay. à des vendeurs. Et en fait, on rentre dans une ère quelque part de vendeurs qui ont un prisme tech important pour réussir effectivement à driver, et qui vont du coup identifier des niches de marché, des opportunités, et parfois concevoir les produits en fonction de ces éléments identifiés. Ça remonte jusqu'à concevoir le produit. Ah oui, quand on voit ce que font certains vendeurs aujourd'hui, ils conçoivent des produits en se disant, sur ce marché-là, on voit quels sont les produits qui performent, et donc en fait on se dit, si j'arrive à m'intercaler, si j'arrive à proposer un produit qui en fait a telle ou telle spécificité en plus sur ce price point-là, du coup je vais être capable, sur une marketplace, vous venez sur Amazon, vous venez sur Cdiscount, vous avez l'offre qui est présente, vous arrivez à estimer les ventes. L'astuce la plus courante, c'est de regarder le nombre d'avis sur les produits, parce que du coup, vous multipliez le nombre d'avis par entre 50 et 100 pour avoir le nombre de ventes. Donc, en fait, vous arrivez à vous faire une idée de quels sont les produits qui se vendent. Entre 50 et 100, donc entre 1 et 2% d'avis déposés, ouais. Okay. En tout cas, c'est le ratio qui a l'air de se pratiquer dans l'industrie. Voilà. Et du coup, ça vous permet en fait de vous faire une idée de quel est le potentiel de vente de vos produits. Et de nouveau, on voit bien que là, on est dans un modèle qui est très différent, effectivement, d'un modèle de distribution traditionnel. Et ce qui d'ailleurs fait aussi que certains fournisseurs qui veulent se lancer en marketplace ont parfois du mal, parce qu'en fait, ils arrivent en marketplace comme ils se seraient positionnés comme un fournisseur. Alors que c'est une approche qui est complètement différente. Alors que l'approche est complètement différente. Et que tu vas nous décrire dans un instant. Mais donc, je retiens plusieurs choses. C'est beaucoup de data. Alors simplement en observation, allez regarder ce qui se passe dans vos catégories sur la concurrence, de la data qui remonte des marketplaces et des outils que j'utilise, et moi en échange des leviers du coup d'activation. T'as parlé de prix, t'as parlé de la fiche produit. La fiche produit, c'est intéressant. On va le creuser parce qu'au final la fiche produit c'est l'élément le plus visible. Enfin c'est le seul élément. En fait c'est le principal élément. C'est le principal élément. Et nous, la première chose qu'on fait quand on recrute un vendeur sur Octopia, c'est l'aider en fait à créer son catalogue. Être sûr qu'il crée son catalogue de la façon la plus qualitative et la plus complète possible. Ça veut dire quoi, créer son catalogue ? Du coup, il faut en fait qu'il nous transmette le flux produit, le flux catalogue, les données produits. Ouais. Et il va du coup avoir un travail à faire d'adaptation, parce qu'on a du coup notre arborescence, notre arbre des catégories, on va avoir nos attributs. Et donc en fait, on va l'aider à faire coïncider sa structure de données produits qu'il a dans son PIM, dans son système de gestion produit, vers le système Octopia. Et ça, c'est un élément important, parce que de la qualité des fiches produits, du contenu produit, il remontera plus ou moins sur des requêtes, parce que c'est tout le travail après du moteur de recherche que vous allez trouver sur les sites e-commerce, d'identifier en face d'une demande client les bons produits à mettre en face. Sur un site comme Cdiscount, il y a plus d'1 milliard de requêtes tapées chaque année. 1 milliard de requêtes tapées chaque année, tu m'as dit quoi, entre 8 et 10 millions de visites par jour, ouais. en période forte, c'est ça ? Ok. Alors, les premiers enseignements, ou peut-être qu'est-ce que tu constates sur la création de ce catalogue et de ces fiches produits ? Alors déjà, c'est souvent sous-estimé, l'importance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une volonté... pour beaucoup de vendeurs, c'est vu comme un mal nécessaire avant de pouvoir faire des ventes. Et donc là où c'est en fait un élément majeur de la performance future, c'est vu comme une étape à faire, parfois le plus vite possible. Et donc ça, c'est un élément important, parce que en prenant conscience de l'importance de ces fiches produits, il y a besoin en fait derrière du coup d'y passer un minimum de temps. Et il vaut mieux choisir ces marketplaces sur lesquels on va, en étant sélectif dans les marketplaces et investir davantage de temps sur la qualité du contenu produit, plutôt que de chercher à tout prix à multidiffuser un catalogue médiocre sur énormément de marketplaces. Très bien, ça fait une belle intro. C'est le SEO de demain. Nous, on voit nos vendeurs
appliquent des méthodes de d'aujourd'hui, stratégie d'ailleurs. SEO, Ouais. d'aujourd'hui, en fait, appliquent des stratégies SEO sur leurs fiches produits. Après, c'est aussi tout le travail des plateformes d'en autoriser certaines, d'en décourager d'autres, parce que vous êtes intéressé évidemment pour que vos vendeurs fassent des fiches produits qualitatives. Vous n'avez pas envie qu'ils écrivent parfois un peu n'importe quoi juste pour remonter sur plus de requêtes. Mais du coup, quand tu t'adresses à 15 vendeurs, donc j'ai soigneusement sélectionné les marketplaces sur lesquels je veux vendre. Je vends sur Cdiscount et les autres partenaires d'Octopia. Tu as potentiellement des personas, des approches un peu différentes sur ces marketplaces. Donc je dois adapter ma fiche produit. Je peux adapter ma fiche produit en fonction des marketplaces. Alors ça va dépendre. Pour moi, l'enjeu, il est plus sur la complétude que forcément sur une adaptation très précise marketplace par marketplace. Après, il va y avoir un travail de présentation de la fiche produit qui sera fait par le site e-commerce. Mais en fait, le premier enjeu sur le contenu produit, c'est la complétude. Quelque part, le client, la question qu'il va avoir, c'est quelles sont les caractéristiques techniques du produit. Éventuellement, est-ce qu'il y a des éléments marketing supplémentaires que la marque veut me transmettre et veut me mettre en avant. Mais une fois que vous avez ces éléments-là, après, ce sera le choix de chaque site de se dire comment je mets en avant les attributs, comment je mets en avant éventuellement le contenu marketing additionnel. Et ça, c'est le travail du site e-commerce plus que le travail du vendeur. Du vendeur, ok. Le premier travail du vendeur, c'est vraiment la question de la complétude et de la qualité du contenu. C'est quoi une bonne fiche produit sur une marketplace ? Une bonne fiche produit sur une marketplace, c'est une fiche produit avec suffisamment d'attributs remplis, des beaux visuels. On le dit jamais assez, mais des beaux visuels. Et nombreux, pour le coup. Deux visuels sur un produit, ça marche quand vous vendez un produit technique que tout le monde connaît. Ça marche pas quand vous vendez même un aspirateur. Enfin, on évoquait tout à l'heure des exemples comme le Tineco, comme WeWatch. C'est des produits où vous allez avoir 4, 5, 6 visuels qui vont montrer le produit en situation pour permettre au client d'estimer la taille du produit aussi. Voire éventuellement quelques éléments de projection pour le client. Il faut se dire que c'est ce qui doit faire rêver le client et le convaincre d'acheter. Donc de l'asset, titre, description. Petite description, des attributs produits, des jolis visuels. Et après, si les marketplaces le permettent, pour le coup, il peut y avoir des opportunités. On le voit, on l'a sur Cdiscount, la capacité à avoir un contenu de marque plus riche, où là, vous avez ce qu'on appelle nous, les descriptifs marketing, où là, vous rentrez dans quelque chose où vous pouvez avoir des visuels, de la mise en page, des choses qui sont pour le coup très qualitatives et qui permettent d'entrer dans l'univers de marque. De la marque. Voilà. Exactement. On reste sur la fiche produit ou c'est un univers à part ? Non, C'est une fiche à part. on reste sur la fiche produit. Et après, vous pouvez avoir, pour le coup, sur des marketplaces, des boutiques par vendeur, où vous pouvez avoir, ça dépend de ce que la marketplace permet comme liberté à ses vendeurs, mais vous avez des marketplaces où vous pouvez avoir des shop-in-shop brandés, où vous allez retrouver tous vos produits. Et ça, il y a de la visite. Alors, c'est une question que je me suis toujours posée. J'ai l'impression que moi, j'y vais jamais sur ces boutiques dans la marketplace, tu vois. C'est pas inintéressant quand vous êtes une marque puissante, mais au choix, il vaut mieux mettre du temps sur sa fiche produit. Bon, en même temps, faire sa fiche boutique, ça prend pas un temps fou. Autant le faire si c'est possible et ça rajoute de la réassurance, de la légitimité, plein de choses. Ça convaincra peut-être quelques clients qui auront envie de venir voir qui est ce vendeur qu'ils connaissaient pas avant. Et quand ils verront effectivement une boutique vendeur qualitative avec du contenu, une gamme de produits avec des bons avis, etc. Parce que moi, pour le coup, étant aussi co-consommateur de marketplace et ne connaissant pas par cœur les 15 000 vendeurs, ça m'arrive effectivement aussi de regarder sur un produit particulier quelle est la note du vendeur, quels sont les avis que les clients ont laissés sur le vendeur, voilà, notamment quand le vendeur fait pas sa logistique. Quand on fait la logistique pour le compte des vendeurs, j'avoue que j'achète les yeux fermés. Après, sinon, c'est toujours intéressant d'avoir une idée de ce que les clients disent sur les vendeurs. Alors, je suis sur ma fiche Tineco. J'y reste. Donc, Tineco, Tineco, qui n'a pas sponsorisé cet épisode, mais dont on va parler un peu parce que je trouve ça passionnant. Des aspirateurs qui passent la serpillère en même temps. C'est cool. Tu vois. Donc, j'ai effectivement la fiche produit, un titre très descriptif, plein d'avis, 272 avis. Donc, si je fais ton ratio, ça veut dire 27 000 ventes ou entre 27 et... bref. Ouais, c'est ça. J'ai en dessous, effectivement, plus d'éléments sur le produit. Les avis, est-ce que tu as des conseils sur comment obtenir plus d'avis sur les marketplaces que vous opérez ou avec lesquels vous êtes partenaire ? Alors, pour le coup, sur les vendeurs, il peut y avoir la possibilité, suivant les marketplaces et leur politique de contact entre les vendeurs et les clients, possibilité de relancer les clients pour avoir des avis. Ça, pour le coup, c'est vraiment les marketplaces qui peuvent avoir des politiques différentes. Dans certains cas, elles souhaitent gérer elles-mêmes la relance des clients pour avoir des avis. D'autres, au contraire, laissent la main. Donc ça, il faut que vous regardiez en fonction des marketplaces. Mais c'est sûr que si les marketplaces vous laissent la possibilité de contacter les clients pour ce genre de sujet, il faut le faire. Parce qu'il n'y a pas de meilleur boost de vente que le premier avis. Donc voilà, le premier avis, c'est important. Et plus il y en a, mieux c'est.
même si évidemment le 277e est moins important que le premier ou le deuxième, mais en tout cas, c'est une vraie logique d'aller chercher des avis clients. Et ensuite, beaucoup de marketplaces permettent aux clients de poser des questions et peuvent permettre aux vendeurs de répondre aux questions ou de réagir à des commentaires. Et ben, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. C'est-à-dire qu'en fait, les clients peuvent avoir des questions, ils peuvent avoir une mauvaise expérience avec votre produit. Si la marketplace vous donne la possibilité d'y répondre, il ne faut pas hésiter à le faire. Ça va influer aussi l'algo de recherche ou pas ? Une marque qui est active dans la réponse aux commentaires ? Ça va dépendre des marketplaces et leur stratégie. C'est sûr que ça va avoir un impact sur le taux de transformation du produit et donc de facto sur le classement. En fait, les marketplaces, elles ont intérêt à montrer des produits qui transforment bien, presque plus que des produits qui se vendent. Parce qu'en fait, un produit qui est beaucoup vu mais peu acheté, il a fait perdre des ventes par rapport à un produit qui en fait était moins vu mais qui a été beaucoup acheté parce qu'il y avait des bons avis. Voilà. Et donc en fait, l'algorithme, tout son travail, c'est en fait d'identifier les produits qui aujourd'hui ont une sous-visibilité par rapport à leur potentiel de vente et au contraire de masquer les produits qui sont trop vus par rapport à leur potentiel réel de vente. Mais comment tu l'estimes, le potentiel de vente ? Bah, tu regardes par exemple le taux de transformation, c'est-à-dire un produit qui n'est pas beaucoup vu mais qui transforme très vite. Tu vas le faire remonter dans tes Tu vas le résultats. faire remonter parce que tu te dis ce produit-là, ça vaut la peine qu'il soit davantage vu. Donc tu as une approche très user-centric pour satisfaire ton visiteur final. Toi, en tant qu'opérateur de marketplace, enfin avec ta casquette d'opérateur de marketplace, c'est ça qui compte de toute façon. De toute façon, en fait, vous allez vraiment avoir les deux éléments. Sur une page de résultats, vous avez d'un côté l'algorithme qui va chercher à maximiser, en gros, les ventes. Après, vous avez, suivant les marketplaces, ça peut être les clics, les ventes, le volume d'affaires. Mais ça, j'ai envie de dire, chacun a sa secret sauce quelque part pour le faire. Et puis après, vous allez avoir des emplacements sponsorisés. On le voit de plus en plus sur la logique de retail média. Et c'est là qu'on rentre dans la stratégie marketing des vendeurs. Et c'est une bonne façon, en fait, de lancer les produits. Vas-y, pardon. Non, du coup, quand vous avez un nouveau produit, en fait, tout l'enjeu, c'est de réussir à faire ces premières ventes qui vont vous faire les premiers avis, qui vont montrer à l'algorithme que vous avez un produit qui a du potentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que là où dans un modèle retail, vous êtes quelque part dépendant de vos échanges pour avoir un accès à cette visibilité, là, vous avez un outil qui est relativement agnostique et qui va du coup vous valoriser en fonction du potentiel perçu de votre produit, du montant que vous serez prêt à investir pour le mettre en avant. Et de nouveau, vous reprenez la main sur le développement commercial de vos produits. Quelle data va remonter pour le vendeur ? Et du coup, il a, notamment dans les campagnes marketing, il a des informations sur les affichages, les clics, les achats induits par ses campagnes marketing. Et ça, quasiment en temps réel. Ok. Et des données aussi démographiques ? Sexe, âge, ce genre de choses. Alors, suivant les marketplaces, ça peut arriver. Ça peut, c'est pas forcément systématique, c'est pas forcément aussi automatique. C'est des données qui sont moins immédiates en fait en termes de. Puis il y a une partie des visiteurs où les informations ne sont pas forcément disponibles. Donc en fait, par défaut, on est vraiment sur les données très commerciales. Après, il peut y avoir effectivement des possibilités d'avoir des études plus marketing sur les cibles. Mortel. Tu as parlé de retail média, j'aimerais bien qu'on creuse un tout petit peu. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous prépare à la rentrée. Janvier ou février, une série spéciale sur le sujet, ça va être très cool. C'est pas une évidence pour beaucoup, mais c'est quoi le retail média ? Pour certains, pardon. C'est pas une évidence pour certains, mais c'est quoi le retail média ? Le retail média, en fait, c'est la capacité à transformer en fait un site de e-commerce en un média pour faire de la publicité, pour faire du marketing ciblé sur ces sites de e-commerce. Et en fait, le gros intérêt, en fait, c'est qu'on est très proche de l'acte d'achat. Et donc, en fait, on va être capable d'influer directement sur les décisions d'achat des clients. On est à 2-3 clics. Exactement. Ouais. Exactement. D'une mise au panier. Alors, même parfois, vous êtes beaucoup plus près que ça. Ouais. Quand on a, par exemple, un produit sponsorisé qui est juste en dessous du bouton d'ajout panier des marques concurrentes, vous êtes même, en fait, à un clic de voler une vente à un concurrent. Et ça, en fait, c'est une proposition de valeur qui est unique, que vous trouvez, qui est nulle part ailleurs sur le marché de la publicité. Et le deuxième, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir un ciblage contextuel, voire sur le profil des clients, qui peut être très précis. Et en fait, vous savez que le client cherche un produit qui ressemble au produit que vous vendez. Vous savez qu'il est même parfois sur la fiche produit d'un de vos concurrents. Et vous allez être capable de lui mettre en avant votre produit, de lui mettre en avant votre promotion, votre produit phare. Et c'est en fait ça que les vendeurs et que les marques achètent pour le retail média. Et ça devient une source de revenus très significative pour les sites de e-commerce. Amazon est entre 4 et 5% de leur volume d'affaires en revenus publicitaires. Cdiscount, c'est plusieurs points. Et c'est quelque chose qui croît très vite parce qu'en fait, on a vraiment une logique de performance
forte pour les vendeurs et pour les marques, avec une capacité à avoir des budgets marketing où quelque part on sait où ils vont, quoi. C'est la tête de gondole ou la PLV en supermarché. Avec les données en plus. Et en temps réel. En temps réel, ok. Tu l'as dit tout à l'heure, il est important quand on se lance de booster rapidement les premières ventes pour lancer la machine, et donc le retail média en fait partie. Il ne faut pas sous-estimer le... De toute façon, il faut vraiment avoir cette logique, c'est-à-dire s'assurer que les produits sont de bonne qualité, en tout cas perçus. Deuxièmement, il faut s'assurer que les prix sont bien positionnés. Ça ne sert à rien de mettre en avant des produits déjà si vous n'avez pas le bouton d'achat, parce qu'en fait, s'il y a plusieurs vendeurs sur le même produit, pour le coup, si vous n'êtes pas le moins cher ou le mieux disant, parce qu'il n'y a pas que le prix, mais le mieux disant au global, c'est pas vous qui serez mis en avant. Et après, effectivement, il faut assurer la visibilité. Cette visibilité, elle peut passer soit par la participation à des opérations commerciales, où les sites vont organiser, par exemple, sur le Black Friday, on évoquait le Tineco qui a pu être mis en avant. Typiquement, c'est un produit qui a vu ses qualités, vu ses performances, vu le prix qui est proposé par le vendeur. Du coup, il est intéressant pour l'animation commerciale de la plateforme sur laquelle le vendeur est présent. Et du coup, dans ce cadre-là, il va bénéficier d'une visibilité entre guillemets gratuite, parce que le site va se dire ça vaut la peine que je le montre à mes clients, parce que c'est un beau produit à un bon prix, et de préférence en plus en cherchant des exclusivités pour ne pas avoir exactement les mêmes têtes de gondole que le concurrent d'à côté. Et puis après, vous avez effectivement la solution du retail média, qui a l'avantage en fait d'être quelque chose de beaucoup plus automatique, de beaucoup plus volumique, et où nous on le voit parce qu'on a développé notre propre plateforme de retail média chez Cdiscount. Et en fait, on va aider les vendeurs à paramétrer les campagnes, à identifier les produits sur lesquels il y a du potentiel, à identifier les mots-clés sur lesquels il faut qu'ils se positionnent. On peut les conseiller sur les enchères à mettre pour du coup avoir une chance de remonter. Et en fait, comme ça, on a plus de 6000 vendeurs sur les 15 000 qui en fait font du retail média. Et en fait, dans ce cadre-là, ils ont la capacité à booster leurs ventes. Et on voit bien que en fait, les vendeurs vont parfois faire 20, 30, 40% de leur business sur Cdiscount grâce à leurs investissements retail média. Quand tu dis Cdiscount, c'est Cdiscount, hein. C'est pas l'ensemble des... Ok, très bien. 6 000 vendeurs sur les 15 000, oui, donc un tiers, un peu plus d'un tiers, qui utilisent le retail média pour accélérer leurs ventes. Alors, jusqu'à présent, c'était assez transverse. On aurait pu appliquer ces enseignements ou ces insights à d'autres plateformes. Il y a un truc sur lequel vous êtes... assez unique, si j'ai cru comprendre chez Octopia, c'est que vous accompagnez aussi, il y a une offre servicielle. Une fois que je suis vendeur et que j'ai suivi il y en a d'autres, mes bonnes pratiques pour vendre mieux et plus, accélérer dès le début, kickstarter mes ventes, vous me permettez de vendre en Europe, par exemple, et il y a un accompagnement sur le sujet aussi. Tout à fait. Alors effectivement, sur Octopia, on est une filiale de Cdiscount, comme j'évoquais au début. Et en fait, on rentrera dans la genèse tout à l'heure. Au final, on fera des choses à l'inverse, donc c'est très bien. Et du coup, en fait, les vendeurs qui veulent vendre, notamment sur Cdiscount, mais également sur les sites avec qui on est partenaire, du coup, rejoignent la communauté des vendeurs Octopia. Et en fait, à ce titre-là, du coup, ils vont créer leurs produits de façon unique, une seule fois pour tous les canaux de distribution pour Octopia, et après on va les accompagner, on va les aider à aller pour en fait un coût très réduit sur des nouvelles plateformes. Comme vous l'avez compris dans ce que j'évoquais, en fait il y a un vrai travail approfondi à faire pour rejoindre une nouvelle plateforme. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les vendeurs vendent sur peu de marketplaces. Les mêmes, quand on prend le top 300 vendeurs en France, ils vendent sur moins de 3 marketplaces en moyenne. Donc en fait, il y a une logique de sélectivité qui est très forte. Et en fait, ce qu'on a voulu faire en lançant Octopia, c'est leur dire, une fois que vous avez fait l'effort de faire un catalogue qualitatif, fait l'effort de paramétrer vos outils derrière de logistique, de relations clients pour le standard Octopia, et en fait, on va gérer la complexité de passer du périmètre Octopia aux différentes marketplaces qu'on accompagne. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'on arrive à emmener des vendeurs. Du coup, vous l'évoquiez, par exemple, en Scandinavie, où on a 2 partenaires que sont Cidion et Findic, qui sont les 2 principales marketplaces dans cette zone-là. On travaille avec Rakuten en France. On travaille avec une vingtaine de clients à qui, en fait, on apporte des vendeurs. Parfois, on leur apporte la technologie de marketplace complète et les vendeurs. Mais surtout, l'élément important, c'est que pour les vendeurs, c'est quelque chose où, en un clic, en 2 clics, ils arrivent à rejoindre une nouvelle plateforme. Et ils bénéficient de tous les efforts qu'ils ont déjà fait au sein de la plateforme Octopia. Donc, typiquement, tout le contenu produit qui a été fait, derrière, il va être adapté, transposé pour correspondre aux attentes de nos sites clients. Mais pour le vendeur, il n'y a pas besoin de recréer du contenu additionnel. En tout cas, il n'y a pas besoin de recréer le contenu qui a déjà été fourni au sein d'Octopia. Et ça, c'est une vraie transformation. Et on voit qu'on a plus de 80% de nos vendeurs qui nous disent qu'ils sont prêts
à aller sur des marketplaces en plus, alors même que au quotidien, ils se disent non, je n'ouvre pas de nouvelles marketplaces parce que c'est du bazar. Ils disent en fait, on a plus de 80% qui disent oui, si vous me faites ce travail d'accompagnement et d'aide, on vient avec vous. Et en fait, pour faire ça, on a évidemment toute cette connexion technologique, et puis on a toute une offre de services. Donc, on a évoqué la logistique. Aujourd'hui, on expédie vers plus de 20 pays différents en Europe. On a ouvert un entrepôt en Espagne, on en ouvre un au Royaume-Uni en début d'année. Et puis, on va leur accompagner sur des services. On évoquait la Scandinavie. Je crois que c'est en Suède, vous avez une chemical tax qui est l'équivalent suédois de l'éco-contribution en France. En fait, il faut que vous soyez capable de la calculer si vous voulez vendre en Suède. Il faut que vous puissiez déclarer cette taxe. Il faut que vous puissiez déclarer votre TVA et vous puissiez gérer les retours. Arbitrer. Voilà. Et du coup, on va offrir tous ces services-là à nos vendeurs en leur disant si vous savez le faire vous-même parce que vous avez déjà un partenaire qui vous aide à faire la TVA partout en Europe, écoutez, gardez votre partenaire de TVA. Mais si vous n'en avez pas, on a un partenaire avec qui on est intégré et on est capable de gérer ça pour vous. Et en fait, c'est vraiment important parce qu'on connaît quand même bien les vendeurs et on sait que leur enjeu pour eux, c'est vraiment quand j'ai 1 heure de disponible, où est-ce que je l'investis pour faire du business en plus et pour développer mon activité. Et quelle est l'heure investie la plus efficace? Et donc, nous, notre ambition chez Octopia, c'est que l'heure investie la plus efficacement, elle soit au sein d'Octopia pour développer les ventes sur Cdiscount, mais aussi sur tous les sites partenaires, tous les 20 sites partenaires qu'on a aujourd'hui. Sur les 15 000 vendeurs, c'est quoi le portrait chinois, le portrait type ou les portraits Alors pour le coup, le portrait chinois est compliqué parce qu'on a vraiment une grande diversité de vendeurs. C'est aussi ce qui fait notre caractéristique. Aujourd'hui, on a en gros un gros tiers de vendeurs français, près 40%. On a un petit tiers de vendeurs européens, on a un tiers de vendeurs hors Europe, pour vous donner un peu les grands ordres de grandeur. Et on va trouver dans ces vendeurs-là des vendeurs qui sont des purs spécialistes de la marketplace. On l'évoquait tout à l'heure. D'ailleurs en France et à l'étranger, des acteurs qui ont vraiment une stratégie digitale centrée sur les marketplaces. On va avoir des distributeurs qui en fait ont une activité, alors distributeurs e-commerçants qui vont avoir une activité à côté et qui en fait voient la marketplace comme un canal de distribution supplémentaire. En plus, ouais. Et où en fait ils vont globalement bencher ça avec leur coût d'acquisition Google pour leur site et puis leur coût marketing en magasin. Et puis du coup ils vont se dire ça me permet j'égalise en fait mes coûts entre mes différentes plateformes de distribution. Et puis, on va avoir, pour le coup, des fournisseurs qui, en fait, cherchent à avoir une maîtrise supplémentaire sur leur canaux de distribution, notamment la maîtrise du prix, la maîtrise de leur stratégie promotionnelle. Donc là, pour le coup, on voit vraiment ces 3 profils-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des évolutions entre les différents sujets. Il y a quelques années, les vendeurs pure marketplace étaient relativement limités. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a une très forte accélération là-dedans, et avec une vraie professionnalisation de ces vendeurs-là. Sur les distributeurs, on voit des acteurs qui étaient parfois réticents, suspects par rapport à la dynamique des marketplaces, qui aujourd'hui en fait sautent le pas, en se disant notamment suite aux années Covid, en fait c'est quand même là que se passe la croissance et que se passe la dynamique. Et sur le troisième, on voit de plus en plus de fournisseurs qui tentent de rejoindre les marketplaces, et on voit des expérimentations et des fournisseurs qui en fait sont en train de prendre la philosophie marketplace. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de fournisseurs arriver avec une vision de fournisseurs retail classique, et on en voit de plus en plus qui sont en train de se faire accompagner par des agences, des partenaires, justement pour appréhender les spécificités de la marketplace. C'est quoi une philosophie marketplace ? Ça fait plusieurs fois que tu le dis. Pour moi, la philosophie marketplace, c'est cette logique d'un écosystème très ouvert, où en fait, il faut prendre son destin en main quelque part et s'outiller avec une logique data, tech, voilà. Et du coup, les règles du jeu, c'est pas parce que vous êtes un fournisseur à succès dans la distribution que vous serez un bon vendeur marketplace. Et inversement, c'est pas parce que vous êtes un bon vendeur marketplace que vous deviendrez forcément un bon fournisseur si demain vous prenez des discussions avec la grande distribution. Et symétriquement, c'est pas parce que vous êtes un bon distributeur que vous serez forcément un bon opérateur marketplace. Parce qu'en fait, les fondamentaux de la performance d'une marketplace sont pas les mêmes que les fondamentaux de la performance d'un distributeur e-commerce. Il y a des choses communes. Votre capacité à avoir une marque attractive, à avoir une histoire forte à raconter à vos consommateurs, tout ça, et la qualité de votre service client, la qualité de votre logistique, notamment si vous opérez la logistique pour vos vendeurs, c'est évidemment des fondamentaux qui sont communs. Mais ensuite, dans la relation avec les vendeurs, là où les fournisseurs, une relation, on va dire fournisseur-acheteur, assez ancrée dans l'univers de la distribution, les account managers qu'on met côté marketplace ont en fait plutôt une logique de commerciaux. En fait, vous devez convaincre le vendeur que vous êtes la bonne plateforme sur laquelle investir du temps, de l'argent et de l'énergie. Et donc, en fait, la relation n'est pas inversée, mais en tout cas rééquilibrée par rapport à une relation fournisseur-distributeur classique.
Et ça, en fait, pour des univers retail traditionnels, c'est quand même une révolution copernicienne. Chez Cdiscount, quand la marketplace a été lancée il y a 10 ans, les équipes marketplace ont été isolées le plus loin possible des acheteurs pour être sûr que les acheteurs leur fassent pas trop de misère. Voilà. Mais quand je suis arrivé il y a encore 6-7 ans, on avait trouvé des acheteurs qui, le soir, en partant, quittant le boulot, désactivaient les produits marketplace. Oh 2016. 2016, voilà. Et aujourd'hui, la marketplace fait plus de 50% du business chez Cdiscount. Et en fait, on a maintenant des équipes communes, c'est-à-dire qu'on a des équipes offres qui sont dans une philosophie de catégorie management. Vous avez des acheteurs et des account managers marketplace qui travaillent côte à côte sur les mêmes plateaux. Donc, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts depuis. Mais on voit bien que la modèle marketplace, ça vient percuter d'une façon ou d'une autre les modèles de distribution traditionnels. Ça vient les enrichir. Ce qui est certain, c'est que Cdiscount n'aurait pas eu la trajectoire qu'elle a eue si elle n'avait pas fait cette bascule dans le monde marketplace. Mais ça, c'est pas quelque chose qui se met facilement dans un coin. Ou alors, si vous faites ça, en fait, votre marketplace, elle ne sera jamais un levier de développement stratégique pour votre entreprise. Intéressant. Dans les clients que tu accompagnes, les vendeurs que vous accompagnez, donc parmi les 15 000, tu vois des tendances sur le mix retail online, le mix physique et online. Est-ce qu'il y a des zones d'achoppement ou de... Pour le coup, on n'a pas trop ces éléments-là. C'est vrai que nous, on suit quand même beaucoup plus la dynamique digitale de nos vendeurs. Only, Donc en fait, on voit pas forcément ce qu'ils font dans le monde retail en parallèle. Ce que l'on voit, c'est que sur les vendeurs, il y a quand même un souhait d'avoir une stratégie digitale assez diversifiée. Donc être présent sur quand même quelques marketplaces, pas juste une. Donc voilà, même si c'est rarement 15, j'essaie quand même d'avoir au moins 2 ou 3 marketplaces différentes pour équilibrer. Certains lancent des sites internet, et qui du coup qui gèrent comme un canal de distribution. Et après, c'est là aussi que des solutions de service comme notre logistique a de l'intérêt parce qu'en fait on les accompagne. Tu peux la greffer sur. Exactement. En fait, on les accompagne sur tous leurs éléments de logistique. Alors c'est le cas de Tinico, Tinico qui a une boutique. Sur son site, mais je n'arrive pas à trouver s'ils ont des boutiques physiques ou au moins des pop-up ou des. Je n'en sais rien. Pour le coup, on n'a pas. Mais en fait, dans le monde marketplace, quand on a goûté au monde marketplace avec quand même une centralisation des stocks, une efficacité opérationnelle qui est très forte, le monde physique a quand même des contraintes supplémentaires. C'est indéniable. Mais je pense qu'il y a je pense que évidemment. Mais alors, ensuite, toucher des produits, c'est formidable. Et c'est aussi de la noto. Enfin, je pense qu'il faut faire un bon mix, tu vois. Mais on en voit pour le coup un acteur comme Xiaomi qui a beaucoup démarré en digital, a ensuite été présent dans des magasins. Et voilà. Donc, de toute façon, on voit bien que c'est des modèles qui sont en fort développement, pour le coup. Et on voit bien que le commerce de demain va quand même être assez différent du commerce d'hier, même si il y aura une place pour les sites e-commerce, pour les marketplaces et pour le retail physique. Alors tu le prononces beaucoup mieux que moi, mais Xiaomi, on en rigolait avant de se lancer. Pour moi, je voyais des téléphones et quelques produits accessoires. J'ai visité des boutiques cet été en Asie. Ça fait tout, de la friteuse au hair dryer, comment on appelle ça, au sèche-cheveux, au téléphone. C'est assez gueudin, quoi. En fait, ils ont toute une série de produits. Nous aujourd'hui, c'est parmi les meilleures ventes en trottinettes, par exemple, trottinettes électriques. Et en fait, on voit bien que c'est des acteurs qui ont une grande richesse d'innovation et qui en fait arrivent très vite à tester les marchés. Et ce que je trouve intéressant sur ces marques-là, c'est qu'en fait, elles vont être capables de lancer un batch de production de quelques centaines, quelques milliers de produits. Elles vont très vite voir si ça prend. Et en fait, si ça prend, elles vont accélérer leur production, mettre des investissements marketing supplémentaires. Et puis, si le produit prend pas, en fait, il y aura une courbe d'apprentissage. Et ça, c'est une agilité qui est remarquable. Donc Xiaomi l'a eu, on le voit, on évoquait tout à l'heure des marques, une marque comme ProScenic qui en fait fait un peu la même chose, qui est vendeur chez Octopia et qui a toute une gamme de la friteuse sans huile à l'aspirateur et qui en fait et pour moi c'est des marques qui vont avoir un impact significatif par exemple sur le marché du petit électroménager parce qu'on voit quand même une dynamique sur ces marques là qui est très forte et qui bouleverse quand même des équilibres un peu établi dans le monde traditionnel. Que vont devenir les Tefal et les Seb de ce monde ? Alors, je pense que Tefal et Seb ont la chance d'avoir des marques et une capacité d'innovation forte. Mais pour moi, il y a une vraie question sur toutes les marques qui n'ont pas cette notoriété-là et qui, en fait, vont avoir du mal à suivre le rythme d'innovation de ces nouveaux acteurs.
et l'agilité. Je pense que ça, j'étais en train de me demander si c'était une question de taille ou simplement de mindset, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est la philosophie marketplace et peut-être cette agilité à savoir jouer d'un canal à l'autre et innover en termes de marketing, de vente, de prix, mais aussi de produits, puisque tu l'as dit tout à l'heure au début de cet entretien, il y a même des marques qui font des produits en fonction d'opportunités de marché qu'elles découvrent sur des marketplaces. C'est hyper intéressant. J'étais aussi en train de me dire plusieurs choses. La première, c'est que tu parles très vite, et moi aussi, et qu'on enregistre, au final, on enregistre en x2. Je pense que ce sera l'épisode où nos chers auditrices, chers auditeurs qui nous écoutent, l'écouteront en 0,5 ou 0,7 plutôt qu'en 1,5. J'étais en train de me dire ça. J'étais aussi en train de me dire que il faut qu'on l'intègre aussi, nous, dans nos réflexions. Alors, on l'a déjà, mais il y a peu de marques qui osent y aller dans nos réflexions avec ma casquette cette fois d'agence, tu vois, de marques qui se lancent, du social media, parce que c'est fun et que ça va vite, une landing ou un univers de marque en Webflow ou WordPress, mais sans s'emmerder pour mettre un e-com en place, et ensuite distribution sur les marketplaces, ou en tout cas aller pousser tes flux là où ça vend. Et là, tu as quelque chose de très agile, de très léger, qui peut se faire assez facilement, assez rapidement et à moindre coût, avant de te monter un e-com à 300K, quoi. Il y en a aussi des moins chers que ça, évidemment. C'est passionnant. Bon, on va commencer cet entretien. C'est quoi Octopia, d'où ça vient? Non, pardon. On en a quand même beaucoup parlé, mais je serais curieux de comprendre la genèse du coup d'Octopia. Toi, t'es arrivé en 2016, c'est ça? Moi, je suis arrivé en 2016 chez Cdiscount, donc à la direction de la stratégie, et en fait 2 ans plus tard, j'ai pris la responsabilité à la fois de la marketplace, et puis j'avais une feuille de route où on voulait retourner à l'international. C'était là. Retourner. Oui, il y avait eu 3 ou 4 tentatives précédentes. Et en fait, j'ai pris le parti de proposer un plan où on ne traduisait pas cdiscount.com en différentes langues et où on est devenu vendeur en fait sur un certain nombre de marketplaces à l'étranger. Je comprends pas. En fait, Cdiscount est devenu vendeur sur d'autres marketplaces à l'étranger. Mais donc, un vendeur qui était sur un marketplace en France, il était où là-dedans? Non, alors pour le coup, c'est Cdiscount en tant que distributeur. En tant que distributeur. Oui. Donc du coup, Cdiscount en tant que distributeur, on est devenu multidiffusé sur plus de 80 marketplaces hors de France. Beaucoup plus rapide que d'aller faire une stratégie à l'international, traduction, implantation, adaptation. Exactement. Centre logistique. Okay. Exactement. Et donc en fait, on a lancé ça. On a développé, on est devenu également ce qu'on appelle en dropshipping. Donc il y avait des sites qui n'avaient pas de marketplace, mais qui étaient quand même intéressés par notre catalogue. Donc on a ouvert notre catalogue en dropshipping vers l'international. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte dans ces échanges, c'est qu'on a rencontré plein de marketplaces et plein de sites qui avaient un peu le même problème que celui qu'on avait chez Cdiscount, c'est-à-dire on n'avait jamais assez de produits pour satisfaire ce que voulaient nos clients. Et en fait, on les voyait hyper intéressés par le catalogue qu'on pouvait leur apporter. Et puis au bout d'un moment, certains nous ont dit, mais vous pouvez pas m'envoyer aussi vos vendeurs. Et en fait, on s'est rendu compte que derrière une tendance de consommation qui est qu'on a envie de pouvoir tout commander rapidement, facilement depuis notre canapé, en fait, du côté des distributeurs, l'enjeu, c'est comment je fais pour avoir les bons produits au bon prix, avec la bonne livraison, pour répondre à cette attente-là. Et comme on est dans un monde où les vendeurs sont économes de leur temps, en fait, quand vous êtes petit ou moyen, vous avez forcément moins de vendeurs, moins d'offres et des moins bons prix que les très gros. Voilà, c'est malheureux, mais c'est le monde de En tant que distributeur. En tant que distributeur, ouais. Y compris si vous avez une marketplace. Ouais. Et donc, en fait, on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas matière à devenir, pour ces acteurs-là, un acteur un peu référent qui vient leur apporter des vendeurs, qui vient faciliter ce lien entre les vendeurs et les distributeurs, et d'une façon très efficace pour les vendeurs, parce qu'on voit bien que dès qu'on va demander un effort opérationnel aux vendeurs, en fait, on va très vite faire baisser notre taux de transformation. Voilà, derrière l'intérêt du vendeur, si on lui dit en 1 heure, tu as paramétré ce nouveau site, il dira probablement oui. Si on lui dit il te faut 15 jours de travail, il dira probablement écoute, si on est pour 15 jours de travail, je vais plutôt aller faire autre chose. Et donc en fait, c'est la genèse du projet Octopia. Et cette genèse, elle nous a conduit en fait à créer une filiale. Elle nous a conduit à développer et faire évoluer assez fortement la plateforme marketplace qui est historique de Cdiscount pour en fait la rendre indépendante de Cdiscount et agnostique de Cdiscount. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a une plateforme qui est détachée de Cdiscount et qui alimente Cdiscount et qui alimente nos autres clients et qui soit pensée pour faire du multi-pays, du multi-devise, etc. Et donc, on a aujourd'hui, et puis, derrière cet aspect technologique, on a monté des équipes B2B pour en fait aller convaincre des marketplaces existantes et des distributeurs qui voulaient lancer leur marketplace de nous faire confiance pour être leur partenaire marketplace de référence. Au sein de Cdiscount, à quel moment la décision de faire une entité à part se fait? À
À peu près il y a 2 ans, après les premiers échanges qu'on a eus avec des prospects à l'époque, et en fait on se rend compte qu'il va falloir mettre de la distance entre Cdiscount et Octopia. Et pourquoi? Parce qu'en fait... Lisibilité. Lisibilité. 3 raisons. Lisibilité. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est une nouvelle activité qui est une activité stratégique pour Cdiscount, et en filialisant, on montre l'engagement de Cdiscount dans cette nouvelle activité. Deuxièmement, la séparation des activités en termes de muraille de Chine pour des questions commerciales. Aujourd'hui, je travaille avec Rakuten. Donc, quelque part, les équipes Octopia ont de la visibilité sur une partie du business de Rakuten. C'est évident qu'il ne faut pas que ces informations-là soient accessibles des équipes commerciales de Cdiscount. Donc, on a une muraille de Chine, on n'est pas dans les mêmes locaux. On a des systèmes IT séparés, on fait signer des clauses renforcées aux équipes, on ne remonte pas des reportings détaillés sur ce qui se passe chez nos clients, de quelque façon que ce soit, y compris à notre président qui est aussi PDG de Cdiscount. En tout cas, on sépare ces business-là. Oui, tu les rends hermétiques. J'aurais pas choisi les murailles de Chine parce qu'elle s'est écroulée à quelques endroits, les murailles de Chine. Mais ok, je comprends l'idée. En tout cas, notre juridique appelle ça une muraille de Chine, et les Anglais appellent ça Chinese Wall. Et après, le troisième élément, c'est qu'en fait, on a une entreprise différente. Aujourd'hui, les fondamentaux de la réussite d'Octopia, c'est d'être une boîte tech avec des profils hyper entrepreneuriaux. Et en fait, on est dans le monde des entreprises du software et du SaaS. On apporte du service en plus parce qu'on fait l'accompagnement des vendeurs, on qualifie les vendeurs pour permettre d'avoir une offre sélectionnée et engagée. Mais c'est on va dire des facteurs de création de valeur quand même significativement différents des facteurs de création de valeur de Cdiscount, qui est une boîte de retail avec une très forte dimension tech. Et évidemment, même s'il y a les 2 pieds, Cdiscount reste un distributeur et avec des éléments et des raisonnements de distributeurs. Alors évidemment, on est une entreprise qui est leader sur plein de domaines technologiques, mais c'est pas tout à fait la même chose quand vous êtes une boîte de tech et quand vous êtes un e-commerçant et un distributeur, même avec une grosse dimension technologique. Et aujourd'hui, on a une identité d'entreprise qui est évidemment cohérente avec celle de Cdiscount. On a gardé le côté, on va dire, très efficace, très engagé du retail. On a gardé cette culture de la relation. Cdiscount a une très forte relation avec ses clients, une très forte relation avec ses vendeurs, et c'est quelque chose qu'on a gardé chez Octopia. Et puis, on a évidemment développé un pied B2B. Et aujourd'hui, dans les équipes d'Octopia, on a plus de 2/3 des personnes, des équipes Octopia qui sont là qui sont arrivées depuis le lancement. Donc en fait, qui ont rejoint l'aventure depuis Cdiscount. Non, depuis qu'on a été fidélisé. Et donc en fait, qui ont rejoint une aventure de scale-up, SaaS. Mais qui venait de Cdiscount? Non, il y a 1/3 d'historique de Cdiscount et 2/3 de nouveau. Ok, et qui ont rejoint une scale-up française. Hyper intéressant, donc des mindsets très différents. Un enjeu aussi. Alors, juste toi, personnellement, donc tu étais un employé depuis 2016. Ouais. C'est un projet intrapreneurial, c'est hyper intéressant. Le setup, c'est quoi? Je sais pas si tu peux le dire, mais tu as une participation, t'es employé d'Octopia, tu as une. Alors, je suis directeur général d'Octopia. Okay. Voilà, je suis Emmanuel Grenier, qui est le PDG du groupe Cnova. Du coup, on va trouver Cdiscount, Octopia, notre filiale logistique, notre filiale tech, du coup, est le président d'Octopia. Et en fait, voilà, du coup, on est dans cette dynamique, et c'est une chance assez unique pour le coup d'avoir un projet dont on est en partie, on va dire, à la genèse et au concept, de pouvoir derrière le faire développer, signer les premiers clients, recruter les premières personnes qui nous ont fait basculer dans le monde du B2B. Je me souviens des recrutements pour notre premier directeur commercial. Franchement, j'avais jamais fait ça de ma vie. Tu te dis, bon, faut pas trop se planter parce que c'est quand même cette personne-là qui doit nous faire passer un cap et nous projeter dans le monde du B2B. A priori, vu ce qu'on est en train de faire depuis qu'il est arrivé, je pense qu'on ne s'est pas trop trompé. Ouais. Mais en tout cas, ça a ce côté exaltant. Et puis après, il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui me disent, OK, vous avez déjà fait une bonne partie du chemin depuis l'historique Cdiscount, mais vous êtes encore... il y a encore des choses à faire pour construire et renforcer cette identité SaaS et B2B. Et du coup, il y a même au sein de mon comité de direction cette alchimie entre des profils issus de Cdiscount, plutôt dans la partie opération, dans les parties techniques, et puis des profils plutôt venus de l'externe, que ce soit des profils qui viennent vraiment de la partie commerciale, SaaS, B2B, ou des personnes qui viennent aussi de tout ce qui est software, product management, B2B. Et ça, ça fait un melting pot, une mayonnaise qui prend, et dans une carrière, c'est assez unique pour le coup. Une mayonnaise de 400 personnes, hein? Ouais, on est 400. C'est ça. On est 400. Et 2000 chez Cdiscount. 2000 chez Cdiscount. Donc c'est un projet stratégique pour Cdiscount. Parce que, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a un enjeu pour tous les acteurs à être assez gros pour être attractif pour les vendeurs.
Et en fait, Cdiscount est attractif pour les vendeurs qui pensent à la France. Mais aujourd'hui, quand on identifie des bons vendeurs en Allemagne, on a beau avoir des équipes germanophones qui les appellent, en fait, il faut faire preuve d'un peu de conviction pour les convaincre que la France, c'est pas juste Amazon.fr. Et donc, l'enjeu pour nous, évidemment, c'est en réussissant Octopia et en faisant grossir Octopia, c'est que demain, les vendeurs se disent, pour couvrir l'Europe, il faut que j'aille chez Amazon. Ils sont leaders dans plein de pays, donc on est obligé de le reconnaître. Mais surtout, il faut que j'aille chez Octopia aussi, parce qu'avec Octopia, je vais accéder à des dizaines, demain des centaines de sites, et de façon aussi efficace que si j'allais sur une seule marketplace. Et cet enjeu-là, à l'échelle européenne, il est stratégique pour Cdiscount, et puis il est stratégique pour tous nos clients. Parce qu'en fait, c'est avec l'accès à cette base de vendeurs et cette capacité à tisser des relations avec ces milliers de vendeurs que nos clients, nos partenaires, peuvent avoir une offre qui réponde réellement aux attentes de leurs clients et de leurs consommateurs. J'avais oublié, donc je me souvenais que c'était les années 90 pour la création de Cdiscount, c'est 98 du coup, et j'ai oublié que le groupe Casino était entré si rapidement au capital, 2000, puis 2011, ou si Wikipédia juste sur une prise de participation presque. Parce que, pour moi, c'était un petit peu plus tôt. Alors j'ai 3 dates, j'ai 2000, 2006 et 2011. Mais bref, en gros, voilà, ça fait longtemps que Casino y est. Toi, le président du coup, c'est Emmanuel, que j'ai eu la chance de rencontrer. Tout à fait. Le groupe Casino et Octopia, est-ce qu'il y a des liens ? Est-ce qu'il y a est-ce que c'est un distributeur ? Est-ce que c'est un partenaire ? Ou c'est juste capitalistique et c'est très loin ? Alors, déjà, on opère la marketplace de Casino.fr. Ce serait donc, pour le coup, c'est surprenant. C'est un premier lien, évidemment. Le deuxième, c'est que le groupe a une capacité à être visionnaire sur les nouveaux business. Et c'est quand même assez remarquable. Et on ne se rend pas forcément compte quand on va au petit casino au coin de la rue. Mais effectivement, il est rentré chez Cdiscount au tout début du e-commerce. Il a accompagné la croissance de Cdiscount depuis 20 ans. La bascule dans le monde marketplace, on va dire la croissance de la dynamique tech, parce que la marketplace, ça vous oblige en fait à devenir dans la tech. Aujourd'hui, ils prennent le pari d'Octopia, parce qu'en fait, c'est quand même un pari. On est 400, ça donne quand même une idée des moyens qui sont investis par le groupe sur ce projet-là. Donc évidemment, c'est des échanges qu'on a régulièrement avec eux. Et pour moi, ça ressemble beaucoup à l'aventure qu'ils ont eu aussi avec un acteur comme Green Yellow, qui a démarré en mettant des panneaux solaires sur les parkings des supermarchés, et dont le groupe vient de céder avec une valorisation de plus d'1,5 milliard. Et donc on voit bien qu'en fait le groupe a cette capacité à prendre du temps long, à voir quelles sont les tendances de fond de la société et de la consommation, et du coup à se positionner avec cette capacité à lancer des nouvelles activités. Et Green Yellow, ça a démarré comme une filiale dans un coin du groupe, et puis c'est devenu une entreprise. Il y a des partenaires tiers qui sont rentrés au capital de Green Yellow, puis ensuite le groupe est sorti. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, la grande force du groupe, cette capacité à faire éclore des nouveaux business. Et je pense que Octopia existe parce que le groupe a cette philosophie et cette capacité à développer de nouvelles activités. Intéressant. Le fil de ma pensée à l'instant, c'était que moi, sur les marketplaces, il y a 30 ans, on achetait des livres et des CD, puis un peu l'électroménager ou l'électroménager. Aujourd'hui, j'achète tout. Et moi, j'aime bien cuisiner. Et il y a plein d'ingrédients que je trouve que sur des marketplaces. Parce que je les trouve pas en boutique, ou alors il faut vraiment chercher loin et je les trouve pas. Je te posais du coup la question des liens avec Casino, parce que j'imagine que parmi tes vendeurs, il y en a certainement qui pourraient distribuer chez Casino en physique. Pour l'instant, Muraille de Chine, ou en tout cas, c'est 2 circuits séparés. Donc j'ai compris que tu opères la marketplace. Non, je ne sais pas la marketplace. Donc aujourd'hui, on a plusieurs centaines de vendeurs qui sont vendeurs sur Casino. Ouais. Et là, typiquement, Casino bénéficie à plein des effets de synergie avec Octopia, parce qu'en fait, ils bénéficient du coup d'un accès très facile pour les vendeurs pour aller vendre chez eux. Donc ça fonctionne bien. Après, alors pour le coup, je ne sais pas si certains vendeurs du coup ont tissé des liens de distribution physique avec Casino, parce qu'en fait quelque part derrière c'est plus vraiment notre sujet. En fait, on met en relation, on assure la partie technique, on fait en sorte que la partie marketplace soit très efficace. Par contre, la relation commerciale qu'il y a entre nos clients sites et les vendeurs, en fait, c'est plus vraiment sujet. C'est plus forcément notre business. Et en tout cas, on n'a pas vocation à interférer dedans. Donc pour le coup, s'il y a eu des accords de distribution physique entre des vendeurs et Casino, je n'ai pas eu l'info. Formidable. J'aurais encore plein de questions, mais ça fait déjà 1 heure qu'on se parle, donc c'est bien. On va peut-être atterrir tout doucement avec un dernier conseil très pratique pour nos auditrices, nos auditeurs qui ont été convaincus de se lancer, s'ils ne le faisaient pas encore. On commence où ?
On commence sur Octopia.com. Octopia.com, voilà, où on peut du coup s'enregistrer et après choisir les marketplaces sur lesquels on souhaite aller. Et après, voilà, vous êtes pris par la main pour créer votre catalogue en faisant un effort de qualité de contenu parce que c'est la base de tout. Et puis après, en fonction des marketplaces que vous aurez choisis, vous allez avoir un accompagnement pour vous aider à performer, à comprendre quels sont les leviers de performance. Et je pense que c'est vraiment le message que j'ai envie de laisser, c'est la marketplace, c'est un monde dans lequel il y a un coût d'entrée qui est important. Il faut quand même pas. C'est pas 300 000 € de site internet. Non, mais c'est un effort, du temps, de la réflexion, il faut y de la passer stratégie. C'est exactement ça. C'est pas quelque chose. Aujourd'hui, sur un site comme Cdiscount, vous avez 80 millions de produits en vente. Si vous êtes le 80 millionième de produits et que vous vous dites sur un coup de chance, il va apparaître, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est assez peu probable. Donc en fait, si vous avez fait un travail de qualité sur votre fiche produit, si vous avez fait en sorte du coup d'avoir un pricing intéressant, si vous avez potentiellement mis un peu de marketing digital sur votre produit, et si vous avez réussi à vous mettre dans une opération commerciale parce que vous avez un produit qui est pertinent avec un bon prix, là oui, vous allez accélérer et vous allez performer rapidement. Mais en fait, on voit beaucoup de vendeurs qui en fait arrivent, mettent leurs produits et au bout d'un mois, 2 mois, se disent flûte, ça marche pas et qui malheureusement du coup s'en vont. Et en fait, je pense que c'est dommage parce qu'en fait, une fois qu'on voit et qu'on comprend comment fonctionne le monde de la marketplace et quels sont les leviers d'action dont on dispose, en fait, c'est un monde dans lequel il y a une vraie capacité de réussite pour des nouveaux entrants. Voilà, c'est pas un monde fermé avec quelques-uns. Aujourd'hui, sur vous donner les ordres de grandeur, il y a près d'un tiers de l'activité qui est faite en marketplace qui sont des vendeurs qui nous ont rejoints depuis moins de 2 ans. Donc en fait, c'est pas un petit club d'happy few. Je pense qu'il n'y a aucun distributeur qui vous dira que les fournisseurs qu'il a recrutés depuis moins de 2 ans font 30% de son business. Donc la marketplace, c'est un monde ouvert, c'est un monde qui bouge énormément, mais c'est un monde dans lequel il faut s'investir pour réussir. Et c'est ce qui fait aussi que le modèle Octopia est hyper pertinent pour les vendeurs, parce qu'une fois qu'ils se sont investis une fois, en fait, on prend en charge quelque part la transcription de cet effort sur des dizaines de marketplaces, là où jusqu'à présent, des acteurs qui développaient leur marketplace avec des solutions purement technologiques, en fait, les vendeurs devaient refaire l'effort marketplace après marketplace. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a en fait pas tant de marketplaces que ça qui émergent en termes de taille mais sur un marché français, alors qu'il y en a plus d'une quarantaine, on va dire, un peu significatifs qui ont été lancés. Et donc c'est ça qui va faire la principale différenciation avec d'autres acteurs ? Nous, c'est sûr que c'est... Pour nous, ce qui fait... On n'a pas parlé de Miracle, mais il y a Miracle, il y en a plein d'autres. Il y a Amazon en face, j'imagine, aussi, surtout, et c'est peut-être ça le principal... En fait, Amazon est vraiment le concurrent de nos clients, pour le coup. C'est le concurrent de Cdiscount, c'est le concurrent de Rakuten. Mais par contre, pour concurrencer Amazon, en fait, il faut répondre aux attentes des clients. Ce qui fait qu'Amazon performe. Ils sont très forts, ils ont beaucoup de tech, mais surtout parce qu'ils ont senti, avant beaucoup d'acteurs, les attentes des consommateurs. Et l'attente du consommateur, c'est ce que les Anglais appellent convenience. Alors, je dis, l'image de la convenience, c'est vous êtes dans votre sofa, dans votre canapé devant la télé, vous prenez votre téléphone, vous faites 3 clics, la commande est passée, vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Ça, c'est convenience. Et la question que les distributeurs doivent avoir, c'est est-ce que je réponds à ce besoin de convenience ? Est-ce que l'offre que je propose est assez large pour que mon client, mon consommateur, mon client fidèle, quand il est sur son canapé, qui fait hop, hop, hop avec son pouce sur son téléphone, il trouve le produit qu'il cherche. Parce que s'il fait hop, 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 qu'il ne trouve pas, et que 3 fois dans la semaine, il vient et qu'il ne trouve pas, vous avez quand même un risque qu'il vienne moins. Et ça, nous, c'est ce qu'on propose. Parce qu'on a la base de vendeurs, on a la base de produits, on a la techno et on a le savoir-faire opérationnel pour apporter cette promesse d'offre, cette promesse de performance commerciale. Et c'est ce qui fait vraiment notre différence par rapport à des solutions purement technologiques où, en fait, une fois que vous avez posé la techno, vous êtes au début de l'histoire et vous démarrez et il n'y a toujours pas de différence pour vos clients. Donc faites ce premier pas de mettre vos catalogues en ligne à dispo. Ne vous arrêtez pas juste après, c'est ça. Et passez du temps, de l'énergie, de la réflexion à l'optimisation de ce catalogue, des fiches produits, à l'analyse de data qui remonte, à l'analyse de data sur la concurrence. Et ça, il suffit d'aller se balader sur les marketplaces pour le découvrir. Et puis les équipes Octopia sont là pour accompagner nos vendeurs. On a plus de 150 personnes qui accompagnent les vendeurs au quotidien pour les aider à développer leur vente. 150 sur les 300 ? Ouais, et combien de devs, combien de tech ? Combien de tech à peu près entre les équipes tech et les équipes produits, on a à peu près 200 personnes. Tech et produits, 200 personnes. Il y a de l'IA, il y a du... Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, on crée jusqu'à 1 million de produits différents par semaine.
Non. Donc, bien sûr que si. Attends, 1 million de produits Bien sûr. créés Non, par mais semaine c'est ça les ordres de grandeur en fait. pour 15 000 vendeurs? Et en fait, on les catégorise automatiquement. On a des partenariats avec des acteurs comme GS. 30, ça fait 30 produits, 40, attends, allez, 60, 50 produits par vendeur, en moyenne, par semaine. Oui, mais en fait, En moyenne. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a des vendeurs avec des très gros catalogues qui vont avoir des gammes d'accessoires, qui vont avoir des gammes de produits, voilà, de pièces détachées, etc. Donc, qui en fait vont faire des gros volumes. Mais voilà, du coup, et puis après. Donc, vous créez un produit, je t'ai coupé, mais un million de produits, par semaine. Par semaine. Donc, en fait, on catégorise automatiquement, on détecte les doublons automatiquement, parce qu'on évoquait les stratégies SEO. Quand même, la meilleure stratégie SEO, c'est de faire des doublons. Donc, évidemment, nous, on se bat contre les doublons et on sanctionne éventuellement les vendeurs qui ont recours à ce genre de pratiques. Donc, en fait, la marketplace, c'est un enjeu tech, c'est un enjeu d'IA et c'est un enjeu de volume dans le sens où il faut accepter de jouer au sens positif du terme avec ces volumes-là. Vous avez beaucoup de vendeurs. Dans ces vendeurs-là, vous en avez 90% qui sont des vendeurs super. Vous avez qu'une envie, c'est de travailler avec eux. Vous en avez 10% qu'il faut repérer assez vite parce que eux, ils peuvent vous mettre le bazar. Mais en fait, il faut surtout pas pénaliser les 90% qui ont envie de faire du business et de le faire bien à cause des 10% qui risquent de vous mettre le bazar. Donc en fait, vous avez cet enjeu de gestion au quotidien où il y a un peu plus de déséquilibre que dans un modèle retail bien installé, où vous achetez sur catalogue, vous êtes sûr à 100% de tout ce qui rentre, etc. Par contre, vous êtes le garant à la fin que les produits soient de qualité, que les clients soient satisfaits. Et donc, c'est à vous de définir le cadre, le terrain de jeu que vous autorisez aux vendeurs. Et ça, pour ça, nous, on utilise énormément d'IA pour être sûr que les vendeurs respectent ce cadre-là et qu'on assure la meilleure expérience possible aux clients de nos clients, au consommateur final. Parce que veut le consommateur, c'est quand il vient sur un site internet, c'est trouver le produit qu'il cherche. C'est qu'il soit au bon prix et qu'il soit livré rapidement, sans problème, et que même s'il a envie de le retourner, il puisse le retourner sans avoir besoin de faire 12 ans de négociation avec son vendeur. Et tout ça, c'est des choses qu'on supervise et qu'on construit chez Octopia. Thomas, merci infiniment. C'était passionnant. Merci Laurent. C'est ton premier podcast. Tu as déjà fait plein d'interviews, mais c'est ton premier podcast. Et puis je ne l'ai pas dit, mais on devait enregistrer il y a un an et demi quand vous vous lanciez. Je vous avais sauté dessus. J'avais eu la chance de rencontrer Emmanuel d'ailleurs à la Villa Maria, qui est notre formidable bureau à Bordeaux que je t'invite à visiter et qui m'a dit tout le bien qu'il pensait de toi et du projet. Donc je suis très heureux qu'on enregistre aujourd'hui. Merci infiniment, c'était passionnant. Merci je suis très heureux de t'avoir reçu. Échange. Merci d'être venu jusqu'à Paris. Vous retrouverez Thomas sur LinkedIn, Métivier, METIVIER, et puis octopia.com si vous avez des questions. Merci. Merci Laurent. Merci à vous, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.